Photographie, pas des croquis, pas des légendes. Photographie. Des négatifs sur plaques de verre des années 1870 montrant 127 gargouilles sur la façade nord de Notre-Dame, cataloguées par Charles Nègre en 1858. Pas des bouches de pierre, pas des becs sculptés, pas des monstres symboliques. Des cavités de gorge anatomiquement articulées avec des striations simulant des muscles. Quand j'ai commencé à étudier les systèmes de drainage médiévaux, je ne cherchais pas une civilisation perdue. Je recherchais des techniques d'ingénierie hydraulique. Mais j'ai trouvé le rapport d'enquête de 1839. Des canaux internes sculptés avec des tolérances de précision de 0,3 mm. Impossible pour des ciseaux à main. Chartres, Reims, Amiens, Strasbourg, Cologne, Barcelone, York Minster. Même période, même précision. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai trouvé en dessous. Des preuves d'une civilisation qui sculptait la pierre comme du tissu biologique. Elles n'ont jamais été des statues. Photographie de 1858, avant la Restauration, avant que quelqu'un les touche. Des négatifs sur plaques de verre montrant 127 gargouilles sur la façade nord de Notre-Dame, cataloguées par Charles Nègre. Chaque image révélait quelque chose d'impossible. Les notes de restauration de Viollet-le-Duc décrivaient des passages internes, pas des trous de drainage, pas des becs verseurs d'eau, pas des canaux décoratifs, des passages anatomiques. Des canaux de gorge mesurant 2,4 mètres de longueur, une tolérance de 0,3 mm sur toute la distance. Des passages courbes nécessitant un accès d'outils impossible. Le calcaire est évalué à 3,5 sur l'échelle de Mohs. Les outils à main du XIIe siècle laissaient des marques de 2 à 5 mm. Pourtant, ces canaux montrent une précision submillimétrique. Impossible. Les dessins en coupe de Viollet-le-Duc de 1843 à 1864 documentaient cette anatomie. 847 pages cataloguées, 791 pages scellées depuis 1864. Les dessins techniques de structure interne, listés mais jamais publiés. Pourquoi documenter quelque chose puis sceller les preuves? J'ai examiné les photographies plus attentivement. Les cavités de gorge n'étaient pas simplement creusées. Elles étaient sculptées avec une compréhension de l'écoulement des fluides. Des sections transversales circulaires transitionnant vers ovales. Des angles calculés pour minimiser la turbulence. Des principes hydrauliques découverts officiellement au XVIIIe siècle. Appliqués dans la pierre en 1163. Comment sculptez-vous à l'intérieur de pierres fermées? Comment maintenez-vous une précision que vous ne pouvez pas voir? Comment répliquez-vous cela 127 fois? Comment faites-vous cela en 1163? À moins que vous ne sculptiez pas du tout. Les archives montrent autre chose. Des références à mécanismes internes dans les rapports de restauration. Mais les mécanismes ne sont jamais décrits. Les pages manquent, pas perdues, retirées. Vous pouvez voir où elles ont été coupées des registres reliés. Les photographies de Nègre capturaient des détails que les restaurateurs modernes ne mentionnent jamais. De minuscules ouvertures à l'arrière des cavités de gorge. Connectant à quoi? Les notes ne le disent pas. Les dessins s'arrêtent là. Mais les gorges n'étaient que le début. Les yeux étaient pires. Cathédrale de Chartres, même année, même précision, même impossibilité. Pas coïncidence, pas technique partagée, pattern. Les photographies d'archives de 12 emplacements montrent des détails identiques. Pas style français, pas influence gothique, pas variation régionale. Plan global, des preuves photographiques réelles. Chartres, France. Canaux internes. Précision de 0,3 mm. Reims, France. 89 gargouilles. Même anatomie de gorge. Amiens, France. Viollet-le-Duc a scellé ceci aussi. Strasbourg, Allemagne. Traverse les frontières, même précision. Cologne, Allemagne. Construction de 1248. Outils impossibles. Barcelone, Espagne. Royaume différent,
mesures identiques. York Minster, Angleterre, nation insulaire, même système. Prague, terre tchèque, 1200 km de Paris, correspondance parfaite. Nidaros, Norvège, cercle arctique, même canaux anatomiques, pas régional, pas européen. Coordonnées. Des longueurs de canaux identiques de 2,4 mètres sur 847 km de répartition géographique. Même tolérance de 0,3 mm. Même configuration d'angle de 47 degrés. Trop précis pour des variations locales. Trop uniforme pour une construction indépendante. Trop systématique pour être accidentelle. Toutes construites 1150 à 1250. Toutes scellées en 1870. Pourquoi? Les registres de construction des cathédrales pour la période 1150 à 1180, listés dans les archives. Accès restreint depuis 1891 dans tous les emplacements. Pas seulement la France, partout. La Bibliothèque nationale les a. Les archives vaticanes les ont. La British Library les a. Les archives d'État prussiennes les ont. Tout catalogué, tout scellé, tout synchronisé. Pourquoi sceller les registres? Pourquoi restreindre les photographies? Pourquoi cacher les mesures? Pourquoi retirer les gargouilles entièrement en 1960? À moins qu'elles ne prouvaient quelque chose. La synchronisation était le détail qui m'a frappé. Pas décision nationale indépendante. Coordination entre nations, entre institutions. Même période, même restriction, même silence. Les cartes d'enquête des cathédrales de 1150 à 1250 montrent la distribution. Pas aléatoire, géométrique. Des cathédrales positionnées en pattern. Des distances mesurées en multiples de nombres spécifiques. 47 km, 94 km, 141 km. Toujours des multiples de 47. Pourquoi 47? Les notes ne l'expliquent pas. Les archives ne commentent pas. Le pattern existe. Personne ne reconnaît. Même précision, même période, même scellement. Et puis j'ai regardé les yeux. Les yeux n'étaient pas sculptés, ils étaient évidés, de l'intérieur vers l'extérieur. Les registres de restauration de 1843 documentent 73 gargouilles avec cavité orbitale anomale à Notre-Dame seule. Nombre spécifique. Détails catalogués. Puis scellés. Pas orbite vide, pas vide symbolique, pas renfoncement décoratif. Chambre optique. Les diagrammes en coupe des dossiers de restauration scellés montrent la géométrie interne. Des cavités sphériques mesurant 8,7 cm de diamètre avec un lissage de surface de 0,2 mm. Une courbure interne nécessitant un accès d'outils rotatifs à travers des ouvertures de 3 cm. Géométrie parabolique correspondant aux spécifications modernes de polissage de lentilles. Comment créez-vous des cavités que vous ne pouvez pas voir? Comment polissez-vous des surfaces cachées à l'intérieur de la pierre? Comment faites-vous correspondre des courbes paraboliques découvertes en 1604? Comment créez-vous une géométrie optique 441 ans avant Kepler? Les études au rayon X de 1967 documentaient cela. École nationale supérieure. 14 gargouilles examinées. Résultats classifiés dans les 6 mois. Études jamais publiées. Équipement retiré du site. Pourquoi? J'ai trouvé la proposition originale dans les archives. Le chercheur principal voulait documenter anomalie de structure interne suggérant une fonction non décorative. Approuvé, financé, commencé, puis arrêté. Pas déficit budgétaire. Pas achèvement du projet. Arrêté. L'équipement a été physiquement retiré du site en novembre 1967. Le chercheur principal est mort en 2007. Ses notes n'ont jamais été publiées. Sa famille n'a jamais reçu ses recherches. L'université dit qu'elles ont été perdues lors d'un déménagement de département. 40 ans de recherche, perdus. Tous sur les gargouilles. Les cavités elles-mêmes révèlent une compréhension de l'optique. Surface parabolique créant des points focaux. Des géométries calculées pour réfracter la lumière.
Des chambres positionnées pour capter des angles de soleil spécifiques. Fonctionnels, pas décoratifs. Pourquoi créer des cavités que vous ne pouvez pas voir? Pourquoi polir des surfaces cachées à l'intérieur de la pierre? Pourquoi faire correspondre des courbes paraboliques découvertes en 1604? Pourquoi sceller les études au rayon X? À moins que les yeux n'étaient pas décoratifs. Les dessins de Viollet-le-Duc montrent plus. De minuscules canaux connectant les chambres oculaires aux cavités de gorge. Des diamètres de 4 à 6 mm. Des longueurs s'étendant sur 40 à 80 cm à travers la pierre solide. Sculptées avec la même précision impossible. Connectant les yeux aux gorges. Optique à hydraulique. Comme si les systèmes étaient intégrés. Comme si tout le corps de la gargouille était un mécanisme, pas sculpture, machine. Les photographies de 1858 montrent cela clairement. Avant que les restaurations ne remplissent les canaux, avant que quelqu'un ne décide que certains détails ne devraient pas exister. Vous pouvez voir les ouvertures. Vous pouvez tracer les connexions. Puis, en 1890, tout a été rempli de mortier. Chambres optiques en 1163. Précision parabolique dans le calcaire. Et puis ils ont commencé à les retirer. Entre 1890 et 1960, elles ont disparu. Pas graduellement, systématiquement. 847 gargouilles retirées des cathédrales européennes, documentées dans les budgets de restauration, mais jamais photographiées après. Retrait délibéré, pas dommage météorologique, pas défaillance structurelle, pas perte accidentelle. Retrait. Les budgets municipaux documentent chaque retrait, coût listé, équipe embauchée, date enregistrée. Mais pas de photographie, pas de documentation de ce qui a été retiré, pas d'enregistrement d'entreposage. Les gargouilles ont simplement disparu. Notre-Dame, 89 retirés, 1891 à 1905. Chartres, 67 retirés, 1897 to 1912. Reims, 104 retirés, 1919 dommages de guerre. Cologne, 76 retirés, 1923 to 1931. York, 43 retirés, 1935 to 1947. Barcelone, 52 retirés, 1936 guerre civile. Prague, 38 retirés, 1948 à 1953. Nidaros, 29 retirés, 1956 à 1960. Pas aléatoire, séquentiel, coordonné. Dommages de guerre, toutes, même période. Reims a été endommagé en 1914 à 1918. Les gargouilles ont été retirées en 1919. Barcelone pendant la guerre civile, 1936 à 1939. Prague après le coup d'État communiste, 1948. Différentes guerres, différentes nations. Même résultat, retrait. Mais York n'a pas été bombardé. Cologne, oui, mais les gargouilles ont été retirées avant les bombardements. Notre-Dame n'a jamais vu de combat, Chartres non plus. Pourtant, toutes ont perdu leurs gargouilles. Toutes pendant la même période de 70 ans. Pourquoi retirer des gargouilles non endommagées? Pourquoi les remplacer par des copies en béton? Pourquoi détruire les originaux immédiatement? Pourquoi synchroniser à travers les nations pendant le temps de paix? Pourquoi appeler cela restauration? Les photographies des gargouilles retirées, les budgets listent entreposage, mais aucun registre d'entrepôt n'existe. Pas de musée ne les ont acquises, pas de collection privée documentée. Le musée de Cluny, rien acquis. Le Louvre, pas de gargouilles cataloguées. British Museum, les registres montrent déclinés. Rijksmuseum, pas de demande documentée. Musée du Vatican, refusé de commenter l'enquête parisienne de 1891. Où sont-elles allées? 847 gargouilles, des tonnes de pierres sculptées, disparues. Aucun musée, aucun entrepôt, aucun collectionneur. Comme si quelqu'un voulait s'assurer que ne pourrait jamais être examiné, jamais mesuré,
jamais comprises. Les copies en béton installées à la place manquent de tout. Pas de canaux internes, pas de chambre optique, pas de passages acoustiques, seulement l'apparence externe. Fonctionnalité supprimée, système détruit. L'histoire effacée. Ils ne les ont pas préservés, ils les ont effacés. Ce qui nous amène aux survivants. Les gargouilles trop hautes pour un retrait facile. Celles qui racontaient une histoire différente. Et c'est exactement là où la section suivante commence. Celles qu'ils ont manqué. Celles trop hautes. Celles racontaient une histoire différente. 47 gargouilles au-dessus de 40 mètres, trop hautes pour un retrait facile, montrent encore des passages internes que les architectes appellent chambres de résonance. Elles survécurent, accidentellement. Pas passage de vent, pas vide structurel, pas cavités aléatoires, guide d'ondes acoustiques. Les diagrammes d'analyse acoustique d'une étude de 2003 montrent la géométrie. Géométrie de résonateurs de Helmholtz sculptés dans le calcaire. Des chambres spécifiques à la fréquence mesurant 12,7 cm de diamètre avec une précision de 0,4 mm. Des calculs de tubes quarts de longueur d'onde correspondant à 432 Hz, fréquence fondamentale. Mathématiques acoustiques. En pierre. En 1163, comment Hermann von Helmholtz a-t-il décrit les résonateurs en 1863, 700 ans après Notre-Dame? Pourtant, la géométrie correspond parfaitement. Pas approximativement, parfaitement. Dimensions calculées pour des fréquences spécifiques. Les chambres sont orientées vers les points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Pas décoration, positionnement intentionnel. Chaque direction accorde une fréquence légèrement différente. 432 Hz au nord, 441 Hz à l'est, 435 Hz au sud, 444 Hz à l'ouest. Pourquoi? L'étude de 2003 de l'Université Paris-Sorbonne documentait cela. Résumé publié. Données complètes, en attente d'examen par les pairs pendant 21 ans. Le chercheur principal est mort en 2007. Note jamais publiée. Encore. Même pattern. Je l'ai trouvé dans les archives. Le résumé décrivait « Géométrie de résonance acoustique complexe suggérant une compréhension avancée de la propagation du son ». Recommander une étude plus approfondie, l'étude n'a jamais eu lieu. Le financement refusé, le projet abandonné. Les notes du chercheur mentionnaient quelque chose d'autre. Les chambres ne résonnaient pas simplement à 432 Hz, elles amplifiaient. Des tests avec des générateurs de son montraient une amplification de 340%. Des chambres de pierre amplifiant le son comme des haut-parleurs électroniques. Impossible. Pourtant mesuré. Pourquoi sculpter des mathématiques acoustiques? Pourquoi accorder des chambres à des fréquences spécifiques? Pourquoi les positionner face aux directions cardinales? Pourquoi créer des instruments de pierre en 1163? À moins que le son n'était pas décoratif non plus. Les cathédrales elles-mêmes résonnent. Pas accidentellement, intentionnellement. Les plafonds voûtés créent des fréquences de résonance spécifiques. Les piliers positionnés à des intervalles calculés. Les chambres de pierre amplifiant certaines fréquences. Tout le bâtiment était un instrument. Les gargouilles étaient les haut-parleurs. Mais speakers, pourquoi? Les notes ne le disent pas. Les archives s'arrêtent. Le pattern existe. Personne n'explique. Instrument de pierre accordé à 432 Hz. En 1163. Et c'est là que j'ai trouvé les connexions d'eau. Elles n'étaient pas des becs. Elles étaient des valves, parties de quelque chose de plus grand. Le radar à pénétration de sol en 2011 montrait des canaux s'étendant à 47 mètres sous terre depuis chaque position de gargouille. Pas drainage médiéval. Pas canaux d'eau de pluie. Pas bec individuel. Terminaux de réseau. Les images de scan GPR montrent une infrastructure impossible. Des canaux souterrains maintenant un gradient de 1,2 degré sur des distances de 47 mètres. Des chambres d'égalisation de pression tous les 8,3 mètres. Des sièges de valves en pierre nécessitant une précision usinée. Impossible pour la construction du XIIe siècle.
Pourtant, cela existe. Les cartes d'égout du XIXe siècle montrent conduits anciens, origine inconnue, construction pré-cathédrale, intégration parfaite avec les positions de gargouilles. Comme si les cathédrales ont été construites pour s'interfacer avec l'infrastructure existante, pas pour la créer. Notre-Dame, canot de 47 mètres cartographiés. Chartres, connecte à une source à 83 mètres. Reims, le réseau souterrain s'étend sur 340 mètres. Cologne, connecte au système tributaire du Rhin. York, lien vers les ruines d'aqueducs romains. Barcelone, s'intègre avec l'aquifère de montagne. Prague, les canaux atteignent la rivière Vltava. Pas séparés, pas locaux, système continental. L'autorité de l'eau de Paris, les cartes montrent origine inconnue. British Geological Survey, construction pré-romaine. Institut archéologique allemand, canaux datés avant 800 CE. Service hydrologique espagnol, les appelait impossibles. Tout connecté, tout précis, tout pré-cathédrale. Les gradients sont ce qui m'a frappé. 1,2 degré maintenu sur des kilomètres. Variation de moins de 0,3 degré. L'ingénierie hydraulique romaine atteignait 1 à 2 degrés de variation. Cela montre 0,3, trop précis, trop systématique, trop parfait pour l'ancien. Les chambres de pression tous les 8,3 mètres, toujours 8,3 mètres, pas 8, pas 9, 8,3. Pourquoi cette précision? Pourquoi cette uniformité? Quelle physique nécessitait exactement 8,3 mètres? Les sièges de valves montrent un usinage mécanique. Surface polie correspondant à des tolérances de 0,1 mm. Joint d'étanchéité sculpté dans la pierre. Mécanisme de pression fonctionnant encore après 800 plus ans. Impossible. Pourtant, je les ai vus. Pourquoi construire des cathédrales sur des réseaux d'eau? Pourquoi intégrer des gargouilles comme terminaux? Pourquoi maintenir des systèmes de pression pour l'eau de pluie, à moins que les cathédrales n'étaient pas une nouvelle construction? L'enquête de l'autorité de l'eau de Paris de 1857 documentait le réseau souterrain complet. Référencé dans le rapport de 1891, l'enquête originale manquante depuis 1923. 340 pages de cartographie détaillée, disparues. Comme si quelqu'un ne voulait pas que le réseau complet soit compris. Canaux pré-romains, cathédrale médiévale, intégration parfaite, comme s'il réactivait quelque chose. Et puis j'ai remarqué les portes, 6 mètres de haut. Les portes du portail ouest de Notre-Dame mesurent 6,2 mètres de hauteur, avec des poignées positionnées à 2,4 mètres. Pas grandeur symbolique, pas intimidation religieuse, pas choix artistique. Dimension fonctionnelle. Les enquêtes architecturales montrent les proportions, des portes nécessitant des utilisateurs de 2,8 mètres pour une opération ergonomique. Des positions de poignées impossibles pour 1,7 mètre de hauteur médiévale moyenne. Des marches de seuil mesurant 43 cm de montée, dangereuses pour les patterns de foulée humaine. Trop hautes, trop raides, trop parfaites pour autre chose. Les charnières racontent la même histoire. Bronze coulé pour supporter 8 à 12 tonnes. Les portes en bois pèsent 3 à 4 tonnes. Pourquoi des charnières 3 fois trop fortes? À moins que des portes plus lourdes n'étaient prévues, ou que différents utilisateurs nécessitaient une construction plus robuste. Les photographies de comparaison à l'échelle humaine montrent l'absurdité. Des adultes se tenant près des portes ressemblent à des enfants. Des poignées au-dessus du niveau de la tête, des marches nécessitant des efforts anormaux, des proportions conçues pour des personnes 60% plus grandes. Chartres, hauteur de porte 6,4 mètres. Reims, 6,3 mètres. Cologne, 6,8 mètres. Amiens, 6,5 mètres. York, 5,9 mètres. Barcelone, 6,1 mètres. Prague,
6,0 mètres. Toutes les mêmes proportions impossibles, toutes conçues pour des géants. Pourquoi construire pour des utilisateurs de 2,8 mètres? Pourquoi positionner des poignées au-delà de la portée humaine? Pourquoi créer des escaliers sur lesquels les humains trébuchent? Pourquoi gaspiller du bronze sur des charnières surdimensionnées? À moins que les humains n'étaient pas les occupants originaux. Les registres de construction des cathédrales n'expliquent jamais les dimensions des portes. Les justifications architecturales listées dans les archives, mais les documents réels manquant depuis les années 1870. Les questions ne sont jamais posées, les proportions jamais justifiées, le pattern jamais reconnu. Les seuils eux-mêmes révèlent plus. Pierres usées montrant des patterns de trafic, usure concentrée au centre. Mais l'usure commence à 40 cm au-dessus du niveau du sol. Les pieds humains ne touchent pas là. Des jambes plus longues, des foulées plus grandes, des proportions différentes. Les archéologues appellent cela usure structurelle. Les ingénieurs l'appellent problème de maintenance. Personne ne l'appelle ce que c'est. Preuve d'utilisateurs non humains. Preuve que ces bâtiments ont été conçus pour quelqu'un d'autre. Les portes pour les géants, les gargouilles pour les systèmes. Et les plafonds racontaient la même histoire. Plafond de la nef de Notre-Dame, 33 mètres au-dessus du sol, impossible à chauffer efficacement. Les calculs montrent que chauffer un plafond de 33 mètres pour des humains de 1,7 mètres gaspille 87% de l'énergie thermique générée. Pas architecture inspirante, pas atteindre le ciel, pas hauteur symbolique, volume fonctionnel. Les volumes intérieurs nécessitant 340 000 mètres cubes d'air chauffé. Les braseros médiévaux documentés chauffant seulement les 4 mètres du bas. Les 29 mètres supérieurs restent un espace inutilisé. Pourquoi? Pourquoi construire un volume que vous ne pouvez pas utiliser? Pourquoi gaspiller des matériaux de construction sur un espace inutilisé? À moins que l'espace n'était pas inutilisé pour les occupants originaux. Notre-Dame, plafond 33 mètres, 87% gaspillage de chaleur. Chartres, plafond 37 mètres, 901% gaspillage de chaleur. Reims, plafond 38 mètres, 902% gaspillage de chaleur. Cologne, plafond 43 mètres, 904% gaspillage de chaleur. Amiens, plafond 42 mètres, 93% gaspillage de chaleur. Beauvais, plafond 48 mètres, 96% gaspillage de chaleur. Milan, plafond 45 mètres, 95% gaspillage de chaleur. Séville, plafond 42 mètres, 93% gaspillage de chaleur. York, plafond 31 mètres, 86% gaspillage de chaleur. Pas mauvaise planification, dimension intentionnelle. Les registres de chauffage médiévaux montrent le problème. Les braseros positionnés tous les 12 mètres, charbon brûlant 8 à 12 heures, température au niveau du sol 12 à 15 degrés Celsius, température à 10 mètres 8 à 10 degrés Celsius, température à 20 mètres 5 à 7 degrés Celsius, température à 30 mètres 3 à 5 degrés Celsius. Inutilisable, pourtant construit. Pourquoi gaspiller des matériaux de construction sur un volume inutilisé? Pourquoi chauffer de l'air que personne n'occupe? Pourquoi maintenir ces proportions partout? Pourquoi appeler cela style gothique? À moins que les proportions ne correspondaient aux bâtisseurs originaux. Les calculs thermodynamiques ne mentent pas. Pour que les volumes supérieurs soient utilisables, les occupants devraient mesurer 2,5 à 3 mètres de haut, respirant de l'air à 15 à 20 mètres d'altitude, utilisant l'espace que nous appelons inutilisable, vivant dans des volumes que nous ne pouvons pas chauffer. École polytechnique, étude thermique de 1867, résultat non concluant. Cambridge Engineering, analyse de 1891, jamais publiée. Zurich Technical, calcul de 1903, archives scellées. Les études ont été faites, les conclusions atteintes, les résultats cachés. Les documents de placement des braseros référencés, mais les originaux manquants. Les études thermodynamiques du 19e siècle menées, mais jamais publiées.
Le pattern se répète, l'évidence documentée, puis scellée, puis oubliée. Ils ne construisaient pas pour eux-mêmes, ils héritaient de géants. Ce qui nous amène au nom qui a disparu. Un territoire étiqueté sur chaque carte pendant 270 ans, puis effacé en 50. Et c'est exactement là où la section suivante commence. Les cartes avaient un nom pour ça. Tartarie. Pas mythologie, cartographie. 117 cartes européennes de 1550 à 1775 étiquetaient la région Tartarie, couvrant 4,2 millions de kilomètres carrés à travers l'Eurasie. Pas légende, pas mythe, pas folklore, géographie officielle. Les cartes de Mercator de 1569 montrent Tartarie. Carte de Blaau de 1635 montre Tartarie. Atlas de Jansson de 1658 montre Tartarie. Carte française de 1705 montre Tartarie. Carte britannique de 1750 montre Tartarie. Chaque cartographe majeur, chaque nation cartographique, pendant 270 ans, puis disparu. Pas juste territoire, système. Les cartes détaillées montrent des villes, des routes, des frontières, infrastructures organisées, pas terres sauvages, pas régions inexplorées, civilisations cartographiées. Les notes des cartographes décrivent architecture avancée, système d'eau sophistiqué, construction en pierre de qualité supérieure, description correspondant exactement aux cathédrales gothiques. Même période, même géographie, même technologie, mais appelée Tartarie. Les cartes montrent la distribution des villes tartares, alignement géométrique, espacement en multiples de 47 km, le même pattern que les cathédrales, les mêmes calculs, la même précision. Comme si les cathédrales étaient des bâtiments tartares. Pourquoi Tartarie apparaît-elle sur chaque carte ? Pourquoi s'étend-elle de Moscou à la Chine ? Pourquoi disparaît-elle après 1820 ? Pourquoi les cartes modernes ne montrent rien ? À moins que quelqu'un n'ait décidé de l'effacer. Les cartes détaillées des villes et infrastructures tartares. Référencées dans les notes des cartographes, mais les enquêtes détaillées réelles manquantes de toutes les archives post-1830. Pas graduellement perdues, systématiquement retirées. J'ai continué à trouver les mêmes patterns. Des canaux d'eau sous chaque structure, une précision géométrique dans chaque disposition, une résonance acoustique dans chaque chambre, des réseaux hydrauliques connectant tout. Pas système séparé, un design intégré. Une civilisation qui utilisait l'eau, la géométrie, le son et la pression comme une seule technologie unifiée. Les cartes des années 1700 avaient un nom pour ça, ou au moins le territoire où ces structures se concentraient. Ils l'appelaient Tartarie. Pas mythologie, pas légende. Une région réelle étiquetée sur les cartes européennes officielles. Et puis, vers les années 1800, elle a disparu. Pas conquise, pas renommée, effacée. Une civilisation étiquetée sur les cartes pendant 270 ans, et puis effacée en 50. Pourquoi ? L'effacement n'était pas graduel, c'était synchronisé, comme si quelqu'un donnait des ordres. Entre 1811 et 1865, Tartarie disparaît de 89% des cartes et encyclopédies publiées à travers l'Europe. Pas oubli graduel, pas évolution linguistique naturelle, pas mise à jour cartographique, retrait coordonné. Encyclopædia Britannica, Tartarie, retiré édition de 1823. Brockhaus Encyclopédie, disparu en 1827. Grand dictionnaire universel, absente en 1832. Oxété géographique impériale russe, carte révisée 1845. Société géographique royale britannique, territoire réétiqueté 1851. Bibliothèque nationale française, dossier reclassé 1858. Bibliothèque d'État prussienne, entrée Tartarie retirée 1860. Bibliothèque Vaticane, texte géographique restreint 1863.
Bibliothèque du Congrès, carte acquise sans étiquette post-1865. Bibliothèque nationale autrichienne, changement de catalogue 1871. Académie royale espagnole, référence supprimée 1877. Bibliothèque royale suédoise, section scellée 1883. Tout en 60 ans. Tout coordonné. Pas décision nationale indépendante. Synchronisation entre institutions, entre nations, entre continents. Le même pattern que le retrait des gargouilles. Le même timing. La même coordination. Les éditions d'encyclopédie montrent le changement. Édition de 1810, Tartarie listée. 4 pages de description. Ville nommée. Infrastructure détaillée. Édition de 1825, Tartarie absente. Page omise. Référence supprimée. Aucune explication. Les correspondances des maisons d'édition expliquant l'effacement. Les registres d'archives montrant le processus de décision. Tout manquant des dossiers institutionnels. Comme si la décision elle-même devait être cachée. Pas seulement la civilisation, la décision de l'effacer. Pourquoi synchroniser à travers les nations? Pourquoi retirer des encyclopédies? Pourquoi réétiqueter le territoire? Pourquoi restreindre les archives? À moins que Tartarie ne représentait quelque chose de dangereux à retenir. Les entrées d'encyclopédie décrivaient la technologie tartare, architecture avancée, ingénierie hydraulique, travail de la pierre précis. Description correspondante aux cathédrales gothiques, même technologie, même précision, même impossibilité, mais appelée tartare. Et puis des descriptions s'arrêtent, pas graduellement devenant moins détaillées, arrêtées. 1820, partout, même période. Comme si quelqu'un décidait que certains détails ne devaient plus être documentés. Les changements de catalogue montrent le pattern. Tartarie, géographie 1810. Tartarie, histoire 1815. Tartarie, archives restreintes 1860. Tartarie, entrée supprimée 1885. Séquentiel, systématique, coordonné. Effacer des cartes. Retiré des encyclopédies, scellé dans les archives. Et c'est là que j'ai réalisé ce qu'étaient vraiment les cathédrales. Les cathédrales n'ont pas été construites, elles ont été héritées. L'architecture gothique n'a pas été inventée, elle a été trouvée. 87 grandes cathédrales européennes datées de 1150 à 1250 montrent des délais de construction impossiblement compressés, taux d'achèvement moyen de 12 ans. Pas avancement, pas innovation, pas évolution architecturale, héritage. La construction officielle de Notre-Dame, 1163 à 1345, 182 ans. Pourtant, les calculs de capacité de taille de pierre montrent que la main-d'œuvre disponible ne pouvait extraire que 23% du matériel requis dans ce délai. Même pattern à travers toutes les cathédrales gothiques. Impossible. Pourtant, revendiqué. Les calculs ne mentent pas. Chartres, construction officielle 1194 à 1220, 26 ans. Matériel requis, 180 000 tonnes de pierre. Main-d'œuvre disponible, 400 tailleurs de pierre. Capacité de taille, 2 à 3 tonnes par tailleur par an. Production maximale sur 26 ans, 31 200 tonnes. Écart, 148 800 tonnes. Où sont-elles venues? Reims. Construction 1211 à 1275, 64 ans. Matériel 210 000 tonnes. Production calculée 76 800 tonnes. Écart 133 200 tonnes. Cologne. Construction 1248 à 1880, 632 ans. Mais la majorité achevée en 1520, 272 ans. Matériel 340 000 tonnes. Écart 180 000 plus tonnes. Le pattern se répète. Pourquoi revendiquer des bâtiments comme nouvelle construction? Pourquoi antidater des structures héritées? Pourquoi effacer les bâtisseurs originaux? Pourquoi l'appeler gothique quand cela correspond à la géographie tartare? À moins qu'admettre l'héritage signifiait admettre l'infériorité. Les documents de fondation originaux pour les grandes cathédrales.
Cérémonie de pierre angulaire documentée dans les chroniques, mais les documents réels manquants. Contrats de construction référencés, mais jamais archivés. Comme si les cérémonies ont été créées pour justifier la propriété de bâtiments déjà existants. La Tartarie n'était pas juste un endroit, c'était un système, une civilisation qui construisait des structures qui étaient aussi des machines. Des bâtiments qui généraient, pas qui consommaient. Architecture qui s'harmonisait avec les forces naturelles. L'eau n'était pas pompée, elle était conduite. Le son n'était pas étouffé, il était amplifié. La géométrie n'était pas décorative, elle était fonctionnelle. C'était la Tartarie, ou au moins ce que la Tartarie représentait. Une technologie que nous avons héritée sans comprendre. Des bâtiments conçus pour des occupants de 2,8 mètres. Des systèmes hydrauliques s'étendant sur des kilomètres sous terre. Des chambres acoustiques accordées à 432 Hz. Précision optique en pierre, tout intégré, tout fonctionnel, tout hérité. Et dans les années 1800, comme nous les avons héritées, nous avons fait ce que toute culture fait quand elle trouve une technologie qu'elle ne comprend pas. Nous l'avons revendiquée comme la nôtre. Nous avons antidaté la construction. Nous avons effacé les bâtisseurs. Et nous nous sommes assurés que personne ne pourrait prouver le contraire. Pas ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont hérité. Pas avancement, régression. Avant d'aller plus loin, si vous êtes toujours là, si vous ressentez cette même étincelle que j'ai ressentie quand j'ai commencé ce voyage, faites-moi une petite faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Pas pour l'algorithme, mais parce que ça me dit que vous êtes l'une des rares personnes qui veut réellement la vérité. L'une des rares qui voit ce qui est caché entre les lignes. Parce que ce qui vient ensuite change tout. Ils n'ont pas amélioré la technologie. Ils l'ont simplifiée. Ils l'ont rendue décorative. Les registres de restauration montrent 73% des systèmes de gargouilles originaux remplacés par des copies en béton manquant de canaux internes en 1920. Pas restauration, pas préservation, pas amélioration. Régression. Les remplacements en béton manquants, canaux internes, chambres acoustiques, cavités optiques, sièges de valves hydrauliques. Tous les éléments fonctionnels retirés. Seulement l'apparence externe préservée. De fonctionnel à décoratif, de système à symbole. Notre-Dame, 89 remplacée par du béton, 1905 à 1923. Chartres, 67 gargouilles fonctionnelles, 67 copies décoratives. Cologne, système interne rempli de mortier. Reims, restauration à retirer tous les canaux. York, remplacé par des reproductions en fibre de verre. Barcelone, mécanismes originaux détruits pendant le remplacement. Prague, copie en béton de l'ère communiste, aucune fonction. Milan, remplacement des années 1960 purement esthétique. Les photographies avant/après montrent la différence. Originaux, passage interne visible, mécanisme complexe, précision fonctionnelle. Remplacement, surface solide, aucun mécanisme, forme sans fonction. Comme si quelqu'un décidait que la fonction ne devait pas exister. Pourquoi retirer la fonctionnalité? Pourquoi préserver seulement l'apparence? Pourquoi détruire les mécanismes originaux? Pourquoi appeler la destruction restauration? À moins qu'ils n'aient jamais compris ce qu'ils ont hérité. Les spécifications techniques expliquant pourquoi les éléments fonctionnels ont été retirés. Justification de restauration documentée dans les budgets, mais le raisonnement jamais enregistré. Les budgets disent remplacement, pas mise à niveau, pas amélioration, remplacement, avec quelque chose d'inférieur. UNESCO, directive de restauration de 1972, analyse fonctionnelle absente. ICOMOS, normes de conservation, aucune mention de préservation du système. Agence du patrimoine national, accent sur l'intégrité esthétique seulement. Pas sur la fonction, pas sur le système, pas sur la technologie, seulement sur l'apparence. La régression systématique prouvant que la civilisation médiévale/moderne a hérité d'une technologie au-delà de leur compréhension, a remplacé la fonction par la forme, le système par la décoration. Comme si nous n'avions rien inventé du tout, nous avons simplement dégradé ce que nous avons trouvé. Ce qui nous amène à ce qui reste enterré. Des preuves massives sous terre que nous sommes interdits d'explorer. Et c'est exactement là où la section finale commence.
Les preuves au-dessus du sol n'étaient que le début. En dessous se trouve quelque chose de bien plus grand. Les enquêtes radar à pénétration de sol de 2003 à 2019 montrent 89% des fondations de cathédrales s'étendant dans des structures souterraines anomales, laissées inexplorées. Pas sous-sol, pas crypte, pas stockage, infrastructure scellée. Les images GPR montrent l'impossible. Des chambres souterraines mesurant jusqu'à 47 mètres de profondeur avec des plafonds voûtés sculptés dans le substratum rocheux. Des réseaux de canaux s'étendant sur des kilomètres sous terre. Tous prédatant la construction officielle de cathédrales. Tous scellés, tous restreints. Les demandes de permis d'excavation. 127 demandes de permis d'excavation pour les fondations de cathédrales documentées. 124 refusées. 3 approuvées avec des restrictions empêchant l'accès souterrain. Raisonnement de refus jamais officiellement enregistré. Pourquoi ? Ministère de la Culture français. Permis d'excavation refusé depuis 1991. Institut archéologique allemand. Accès aux fondations de cathédrales restreint. British Heritage. Enquête souterraine, pas prioritaire. Vatican. Exploration souterraine incompatible avec la fonction sacrée. UNESCO. Étude de fondation adéquatement documentée, sans données souterraines. Pourquoi sceller les chambres souterraines ? Pourquoi restreindre l'accès archéologique ? Pourquoi ignorer les preuves GPR ? Pourquoi bloquer les permis d'excavation ? Qu'est-ce qui reste enterré ? Qu'est-ce qui a été retiré ? Qu'est-ce que nous avons hérité ? Qu'est-ce qui se trouve en dessous ? L'infrastructure souterraine suggérant que la civilisation tartare construisait vers le bas autant que vers le haut. Les cathédrales sont des terminaux de surface de vastes réseaux souterrains que nous avons hérités sans comprendre. Des chambres de 47 mètres de profondeur. Des réseaux s'étendant sur des kilomètres. Tous pré-cathédrales, tous fonctionnels, tous scellés. Gargouilles fonctionnelles en 1163. Mathématiques acoustiques dans le calcaire. Réseaux hydrauliques continentaux, proportions de géants partout. Cartes effacées en 60 ans, registres scellés simultanément, technologie dégradée en décoration. Et en dessous de tout, des chambres scellées que nous sommes interdits d'explorer. Pas ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont hérité. Pas avancement, régression. Pas invention, héritage. Les gargouilles étaient vivantes, pas métaphoriquement, fonctionnellement, partie d'un système vivant, une civilisation qui sculptait la pierre comme du tissu, qui comprenait l'acoustique que nous redécouvrons, qui construisait sous terre ce que nous voyons au-dessus. Tartarie, pas mythe, technologie, et nous l'avons enterré. Qu'est-ce qui reste sous Paris ? Qu'est-ce qui a été retiré de Cologne ? Qu'est-ce qui est scellé sous Chartres ? Quelle technologie avons-nous hérité ? Quelle civilisation avons-nous effacée ? Et pourquoi ? Les preuves persistent, attendant quelqu'un prêt à poser les questions que tout le monde a accepté de ne pas poser. Les bâtiments se souviennent, nous